Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est vachement sympa de venir aussitôt. Juste peut-être aussi un bonjour aux 200, 300 000 personnes qui sont branchées sur Internet et qui nous suivent. Ça, c'est la nouveauté de l'opération. Je voulais vous d'abord remercier le ministre de l'économie, mais l'homme qui fait l'économie de notre pays, Bruno Le Maire. Donc dans ces cas-là, on applaudit. Ah non, ça ressemble de plus en plus à une réunion du Comintern en 1936. Bon, mais voilà, tout ça pour vous dire qu'on a 45 minutes avec Bruno, vous connaissez tout le monde. Donc l'idée est assez simple, c'est que ça fait maintenant une journée et demie que nous traitons avec, j'allais dire, beaucoup de hardiesse et de difficulté, ce balancier entre notre vision de ce qui est le titre de nos rencontres, réussir les transformations du monde, et puis une situation de court terme qui est une situation beaucoup plus difficile. Donc il y a un balancier entre les deux. Et il nous a semblé beaucoup plus stimulant de nous tourner vers Bruno Le Maire comme un homme de réflexion qu'il est, un homme de lettres qu'il est, et peut-être s'éloigner quelques secondes de l'économie au sens traditionnel, et de lui poser la question, en démarrant, au fond, réinventer le monde, c'est quoi le projet? Donc on est plutôt sur le versant de ce qui était notre optimisme il y a 6 mois quand on a fait le programme. Et j'allais dire, pour le stimuler encore plus, non pas réinventer le monde, mais réenchanter le monde, ce qui permettrait de donner beaucoup de perspectives à tout ça. Pour les applaudissements, vous les garderez pour tout à l'heure, parce que ça va être formidable. Et donc, je cède la parole maintenant à Bruno sur cette première question. Comment est-ce qu'on peut réinventer le monde? C'est quoi réinventer le monde? Puis Patrick, puis notre amie Françoise, puis tout le monde. Merci, cher Jean-Hervé, merci à tous. Alors, je ne suis pas sûr qu'au Comintern, en 1936, on faisait travailler les gens le dimanche matin à 8h30. Donc, je vous suis reconnaissant d'être aussi nombreux aussitôt un matin. Je ne vais pas vous faire un long dégagement sur la réinvention du monde. La réalité, c'est que réinventer ou pas réinventer, le monde change. Et le monde a profondément changé au cours des dernières années, et ces changements s'accélèrent. Il y a des choses qui vont dans la bonne direction, tant mieux, et comme on les oublie trop souvent, je voudrais en citer une ou deux de ces évolutions qui vont dans le bon sens. Nous avons eu une épidémie de Covid, nous avons trouvé un vaccin contre cette épidémie en quelques mois. C'est un exploit formidable, qui est lié à des évolutions technologiques, scientifiques dans le monde qui sont remarquable. Nous sommes en train, notamment grâce aux générations qui viennent, de prendre enfin conscience de l'urgence climatique. C'est une évolution qui est positive. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, ça faisait partie des petites phrases qu'on mettait en bout d'intervention, mais personne n'avait cette conscience aussi aiguë de la nécessité d'accélérer la lutte contre le réchauffement climatique. C'est une bonne chose. Nous avons fait face à la crise économique la plus grave depuis 1929 en 2020, et au lieu d'avoir des États européens divisés, nous avons levé de la dette en commun. Ça, c'est une évolution extraordinairement positive du continent européen et extraordinairement positive du monde tel qu'il va. Et puis, comme toujours, dans ces mouvements, il y a des mouvements de balancier, des coups qui vont vers l'avant, vers ce qu'on peut souhaiter, vers ce qu'on peut désirer. Et puis, il y avait des mouvements qui vont en arrière, de repli, qui sont parfois inattendus de la part de continents dont on attendrait autre chose. La décision de la Cour constitutionnelle, Cour suprême américaine, sur l'IVG est le plus grand retour en arrière d'une démocratie libérale depuis un siècle. Le plus grand. Et il faut bien mesurer ce que cela signifie. Qu'est-ce qui fait la force des démocraties libérales? Ce n'est pas leur économie, d'autres font aussi bien que nous, la Chine. Ce n'est pas leur savoir scientifique, d'autres commencent à prendre notre place, l'Asie et la Chine encore. Ce n'est pas notre puissance militaire, hélas, 3 fois hélas, la Russie nous a montré qu'elle en avait une comparable à la nôtre. La seule chose qui distingue les démocraties libérales du reste de la planète, c'est la reconnaissance des droits
individuel. Et quand un droit individuel aussi fondamental que l'IVG est remis en cause par l'une des plus grandes démocraties libérales de la planète, c'est toute la démocratie libérale, tout l'esprit de Tocqueville, tout l'esprit de la démocratie libérale et de la démocratie américaine qui est mis plus bas que terre. Nous devons, nous Français, puisque nous cherchons des motifs de combat, faire de cette affirmation des droits individuels, de cette affirmation du droit à l'IVG, un motif de mobilisation collective et inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution française. Je citerai deux autres régressions dans ce mouvement de balancier du monde. Le premier, c'est évidemment le retour de la guerre en Europe. Ici, une grande partie d'entre vous croit à l'Europe. Ici, une grande partie d'entre vous s'est battue pour que l'Europe soit un continent de paix. Et hélas, nous voyons la guerre revenir en Ukraine, aujourd'hui, et peut-être sur le sol européen tel que nous le connaissons, demain. Ne prenons pas à la légère les menaces de Vladimir Poutine. Enfin, troisième régression qui me préoccupe profondément, et je le dis devant mon ami Lionel Zinsou, la grande divergence que nous avons toujours combattue avec le président de la République entre l'Europe, les pays développés et les pays en développement, l'Afrique, ne cesse de s'accroître. On avait commencé à résorber cette grande divergence entre le Nord et le Sud, entre l'Europe et le continent africain. On avait, depuis quelques décennies, fait reculer la pauvreté, fait reculer la famine, fait reculer le désordre économique. Le Covid a été un premier coup dur. Là où nous mettions des dizaines de milliards d'euros pour protéger nos économies, les États africains n'ont pas pu mettre les mêmes sommes. Et ils sont maintenant à nouveau frappés par la famine, par le manque de blé, par le manque de produits agricoles. Et je voudrais que chacun ici prenne conscience de la nécessité absolue qu'il y a à poursuivre notre soutien au développement économique en Afrique, à lutter contre le réchauffement climatique dont l'Afrique est une des premières victimes, et à faire du partenariat entre l'Europe et l'Afrique une priorité absolue du siècle qui vient. Et sur tous ces sujets, je termine par là, Jean-Hervé, la France a quelque chose à dire. Et elle est la seule à pouvoir le dire. Parce que vous êtes tous ici, comme Françaises et comme Français, les héritiers des Lumières qui se sont battus pour les droits individuels, pour les droits des femmes, pour les droits des plus modestes, pour les droits des opprimés. Et vous êtes les héritiers et les descendants de ces droits. Et au moment où ils sont bafoués, et où un continent comme le continent américain, un pays comme les États-Unis, n'arrive plus à défendre ses valeurs, se polarise, s'antagonise, nous, Français, nous devons donner l'image d'un peuple rassemblé, uni, autour de ces valeurs fondamentales de liberté, d'égalité et de fraternité. Nous qui sommes si proches du continent africain, qui avons une histoire totalement entremêlée avec les pays d'Afrique, nous devons faire de la lutte contre la grande divergence entre l'Europe et le continent africain une priorité absolue. Et nous qui sommes une grande nation de scientifiques, qui avons su créer des énergies renouvelables, qui avons à notre disposition un parc nucléaire qui est absolument indispensable pour lutter contre le réchauffement climatique, on ne doit pas se laisser mener par l'obscurantisme et par les idées fausses et réaffirmer que l'énergie nucléaire, la science, le savoir, l'innovation sont les meilleures réponses aux défis climatiques. Je me suis trompé tout à l'heure, parce que c'est quand même plus vivace que ça, c'est Comintern, mais 1935. Oui, Bruno, pour rentrer peut-être dans des choses un peu plus proches de nous, de la France, pour être une grande nation démocratique, il faut avoir une économie en bonne santé. Or, on sait qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent inquiéter. Hein, quand on examine la situation de l'économie française, il y a la situation de notre industrie, qui a manifesté dans la période récente qu'elle était assez peu armée pour répondre à la demande. Hein. Quand on a une forte poussée de la demande, on voit que beaucoup est satisfait par les importations. On a évidemment la question de la transition énergétique, et tu l'as dit, évidemment, il faut réussir, mais ça demande un effort d'investissement absolument considérable. Il y a les problèmes du système éducatif, hein, les informations qui viennent de
de l'école, hein, de la capacité des enfants, sont quand même relativement inquiétantes. Et on n'a pas l'impression qu'on ait redressé la barre dans le système éducatif. Donc il y a plein d'objectifs de moyen terme qui sont assez clairs, hein, entre l'industrie, la transition, l'éducation. Et si on arrivait à faire ça, le reste suivrait probablement. Et puis dans le même temps, il y a des contraintes du présent, hein, il y a les problèmes d'inflation, de pouvoir d'achat. Et est-ce qu'on arrive à faire les deux? Est-ce qu'il n'y a pas un moment une contradiction entre le fait de satisfaire aux contraintes du présent, de guérir l'économie dans le présent, et je pense par exemple à tout ce que tu fais sur le maintien du pouvoir d'achat, qui est quand même extrêmement ambitieux, mais cher en même temps, et le long terme. Est-ce qu'en traitant le court terme, finalement, on n'amenuise pas notre capacité à traiter le long terme, parce qu'on aura trop de dettes, parce qu'on n'aura pas les moyens après de faire ce qu'il faut faire dans une perspective de long terme? Alors je pense qu'un pays a toujours besoin d'une direction et de savoir qu'est-ce qui est fondamental, essentiel. Pour moi, l'essentiel, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises et je ne m'étendrai pas sur le sujet, c'est l'éducation. Et je dirais l'éducation au sens large, c'est-à-dire l'éducation et la culture. Nous devons nous retrouver nous-mêmes. Nous sommes une nation de culture, une nation de raison, une nation d'équilibre, une nation de modération. Et quand je vois les extrêmes qui occupent le devant de la scène, qui racontent tout et n'importe quoi sur tous les sujets, qui font fi de la science, fi de la raison, nous nous éloignons de ce que nous sommes comme peuple, nous nous éloignons de ce que nous sommes comme nation. L'éducation, la culture doivent être notre grand objectif de long terme, le seul et l'unique, celui qui compte le plus. Car une nation qui n'est pas éduquée, une nation qui n'est pas cultivée, une nation qui a coupé avec ses racines culturelles n'est plus une nation. Donc ça, c'est mon objectif de long terme. Après, ça n'empêche pas de traiter les questions de court terme. Enfin, tout, il faut être pascalien, il faut avoir la pensée de devant, le court terme, et la pensée de derrière, celle de long terme. Ma pensée de derrière, c'est l'éducation et la culture. Ma pensée de devant, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est la priorité absolue, parce que quand vous circulez en France, je me suis beaucoup déplacé pendant les élections législatives, et que vous tombez sur des salariés de l'usine Liber à Colmar, qui fait de magnifiques engins de chantier, qui nous disent « nous, on ne vient plus travailler. Ça nous coûte trop cher. » Vous êtes bien gentil, monsieur le maire, avec vos histoires d'usines, d'ouvriers, mais trouvez-moi les 150 balles dont j'ai besoin par mois pour prendre ma voiture et venir à mon usine. Donc oui, ma priorité absolue, c'est que nous ayons un texte sur le pouvoir d'achat qui permette d'aider ceux qui en ont réellement besoin. Et je vais être très clair, je dis bien ceux qui en ont réellement besoin. Nous avons commencé par lutter contre l'inflation avec un bouclier général, tout le monde en a profité, beaucoup d'entre vous qui sont ici. Demain, tout le monde n'en profitera plus. Nous devons cibler les aides sur ceux qui en ont réellement besoin, par efficacité, par justice et par souci des finances publiques. On donnait 18 centimes d'euros par litre de carburant à tout le monde, je pense que c'était bien dans un premier temps, mais demain, très précisément à partir du 1er octobre, nous allons cibler l'aide carburant sur ceux qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler et qui font partie des catégories les plus modestes de la population ou des catégories moyennes. C'est un choix politique, il n'est pas facile à défendre, mais il est cohérent avec notre valorisation du travail. C'est ma première urgence. La deuxième, c'est l'emploi. On doit viser le plein emploi. Et je pense qu'ici, à Aix, tout le monde a tenu les mêmes discours. Nous, on peut faire des produits. Nos usines peuvent tourner, nos entreprises peuvent fonctionner, nos restaurants peuvent s'ouvrir, nos hôtels sont pleins. Mais nous ne trouvons pas la main-d'œuvre. Enfin, il n'y a rien de plus révoltant ou rien de plus shadowkien, choisissez le mot qui vous convient, que d'avoir encore autant de chômage, parce qu'on n'est pas au plein emploi, et autant d'entreprises qui cherchent des salariés. Donc il faut traiter à la rentrée ce problème en priorité absolue. La pénurie de main-d'œuvre est le problème urgent à traiter dans les semaines qui viennent. C'est la deuxième urgence, elle vient juste après le pouvoir d'achat. La troisième, et je ne vais laisser aucune ambiguïté sur le sujet, c'est le rétablissement des finances publiques. Je le dis devant mon ami Jean-Claude Trichet qui opine de la tête, ce qui ne surprendra personne ici. Nous avons besoin de rétablir nos finances publiques parce que c'est une question de liberté, d'indépendance et de souveraineté.
J'ai dit que nous avions atteint la cote d'alerte. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Une chose très simple. Les conditions de financement aujourd'hui ne sont plus celles d'hier. Hier, comme ministre des Finances, je pouvais lever de l'argent à 10 ans à 0%. Parfois, je levais de l'argent des taux d'intérêt négatifs. On venait me voir, mais monsieur le maire, on vous prête tout l'argent que vous voulez, on vous paye pour vous prêter de l'argent. Et aujourd'hui, c'est moi, c'est-à-dire nous, qui devons payer. L'inflation démultiplie la charge de la dette. 10% de notre charge de la dette est indexée sur l'inflation. 12 milliards d'euros, ça va nous coûter cette année. Vous pensez qu'on va continuer très longtemps comme ça? Il en est hors de question. Chaque euro compte et tout n'est pas possible financièrement. Je préfère le dire aussi clairement que cela avant que nous examinions le texte sur le pouvoir d'achat à l'Assemblée nationale. Il faudra aller encore plus loin pour établir nos finances publiques. Il ne faut pas simplement faire attention à chaque euro. Il faut viser le plein emploi. Un très bon économiste qui s'appelle Patrick Artus a dit qu'avec le plein emploi, nous réglerions 90% des problèmes de la France. Je partage cette appréciation-là. Mais il faut aussi réduire les dépenses. Et nous devrons, dans le projet de loi de finances 2023, commencer à regarder quelles dépenses nous réduisons. Et comme ça fait très longtemps que je suis ministre de l'économie et des finances, ça ne vous a pas échappé, je propose que nous changions radicalement de méthode pour réduire la dépense. Le ministre des Finances qui se pointe en disant « voilà la liste des dépenses que nous allons réduire », il a à peine ouvert la bouche que déjà on lui a fermé le clapet. C'est pas possible, c'est trop dangereux, c'est trop sensible, c'est trop ceci, c'est trop cela. Remballez vos propositions de réduction de dépenses et vive les dépenses nouvelles. Voilà comment ça se solde à chaque fois. Mais cette fois-ci, je veux le dire clairement, nous n'avons pas le choix. Nous devons engager la réduction de la dépense publique. Donc je vais proposer des choses très concrètes. Je propose, dans cette nouvelle méthode, en premier lieu, que ce soit les parlementaires qui se saisissent du sujet. Et plus le gouvernement. Moi, je vais prendre des vacances, je vais aller au soleil, je vais me reposer, et nous allons faire travailler nos amis parlementaires. Je propose, notamment avec le parlementaire Daniel Labaronne, qui a fait cette proposition pour la majorité, que les parlementaires, à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, constituent une task force qui va repenser en profondeur la dépense publique. Parce que ce qu'il faut, ce n'est pas prendre un euro ici ou un euro là, c'est repenser en profondeur nos grands choix de politique publique pour savoir s'ils sont légitimes, s'il faut continuer à les financer ou s'il faut arrêter de les financer. Et je considère que les seuls qui ont de la légitimité pour faire ce travail approfondi d'examen de la dépense publique, ce sont les représentants du peuple français, ce sont les députés et les sénateurs. Je leur passe donc le ballon et je leur demande de me faire des propositions sur ce sujet. Deuxième temps de cette méthode. Deuxième temps de cette méthode. Il faut quand même qu'à un moment donné, nous décidions. Il faut dialoguer, il faut échanger, ils le feront. Ils nous remettront des propositions. Je propose ensuite que nous ayons, à la rentrée, avant le projet de loi de finances de 2023, des assises des finances publiques. Que nous puissions regarder ensemble, cette fois-ci parlementaires et gouvernement, à quel choix nous arrivons, toujours dans le dialogue, toujours dans les concertations. Des assises des finances publiques doivent nous permettre de redéfinir les grands choix de politique publique français et donc d'engager des dépenses qui ne soient pas perçues par nos compatriotes comme des économies de bout de chandelle, mais une vraie refondation de la dépense publique française. Enfin, troisième élément, je pense qu'il faut mettre tous les tabous de côté. Le tabou, par exemple, de la non-affectation des recettes, qui est inscrit en lettres d'or à l'entrée du bureau du ministre des Finances français, je propose qu'on décroche le panneau et qu'on se dise peut-être que finalement, au regard des défis contemporains, il faut affecter certaines recettes. J'en donne une. Déjà, une, c'est beaucoup. Quelqu'un comme Benoît Cœuré, qui est assis en face, qui connaît bien le sujet, voit à quel point le sujet est important. Je propose, par exemple, je l'ai déjà fait, mais je le redis ici très formellement, que toutes les recettes fiscales issues de la fiscalité sur les énergies fossiles, gaz, pétrole, essence, diesel, soient directement fléchées vers la lutte contre le réchauffement climatique et vers la transition énergétique.
C'est une révolution, mais face aux temps qui s'annoncent, qui seront difficiles, dans des moments de bouleversement aussi importants dans lesquels nous sommes, accélération du réchauffement climatique, guerre en Europe, difficultés de financement pour un certain nombre d'États, retour en force de la question de la dette, il faut faire preuve d'imagination et avoir un côté un peu révolutionnaire. Ça n'en a pas l'air, mais j'ai mon petit côté révolutionnaire. Je voudrais rebondir sur les questions environnementales et de relations internationales avec une question tout à fait concrète. On a aujourd'hui une carte complètement renouvelée de la rareté des matières premières. Quand on veut passer de la voiture électrique, de la voiture thermique à la voiture électrique, dans le fond, on passe du pétrole au lithium, au cobalt, etc. Et donc, on a une vraie question de relations internationales, et tout particulièrement avec la Chine. Et comment on essaye d'articuler, dans le fond, ces questions qui sont presque de court terme, c'est-à-dire cette transformation industrielle, et puis cette réinvention du monde, ce positionnement européen, français, européen dans la carte du monde, et tout particulièrement donc avec des partenaires qui ne sont pas nécessairement sur nos positions et plus alignés que nous sur les positions américaines. Alors, question fondamentale qui se résume en un mot, l'indépendance. Et quand je dis qu'il faut que nous nous retrouvions comme peuple et que nous nous retrouvions comme nation, je pense qu'une des choses qui explique les soubresauts politiques français, c'est ce sentiment de perte d'indépendance. Nous sommes farouchement indépendants. Ça ne veut pas dire que nous n'aimons pas le monde, ça ne veut pas dire que nous ne participons pas à la construction européenne, mais nous avons un état d'esprit français qui est farouchement indépendant. On n'aime pas dépendre des autres, et je trouve ça très bien. La première indépendance, elle doit être énergétique. La Première ministre Elisabeth Borne, hier, l'a dit avec beaucoup de clarté et beaucoup de force. Je partage totalement son analyse. Préparons-nous à la coupure totale du gaz russe. C'est aujourd'hui l'option la plus probable. Ça suppose que nous accélérions notre indépendance énergétique, que nous accélérions la reconstitution des stocks, que nous réalisions une barge GNL flottante au large du Havre dans des délais rapides, et que nous arrêtions de mettre 2 ans ou 3 ans pour faire ce que d'autres nations font en 6 mois. C'est aussi une garantie d'indépendance. Faisons preuve d'imagination. Regardons ce que nous pouvons faire sur le développement du biogaz, des énergies alternatives. Levons les freins réglementaires à toutes ces énergies dont nous avons besoin. Et là encore, ne nous laissons pas impressionner par les billevesées de tous ceux qui veulent systématiquement empêcher le développement de ces énergies, parce que ce n'est pas eux qui auront expliqué aux Français qui ne peuvent plus se chauffer ou qui ne peuvent plus s'éclairer correctement à l'hiver prochain. C'est nous. Alors comme c'est nous qui allons porter les responsabilités, je préfère que dès maintenant, nous ayons un esprit de décision rapide sur l'indépendance énergétique, développement du biogaz, sobriété dans nos comportements, sobriété dans nos dépenses énergétiques, développement de nouvelles filières, accélération de la réalisation du programme de nouveaux EPR, de nouveaux réacteurs nucléaires dans les années qui viennent. Voilà la feuille de route de l'indépendance. Elle se conjugue entre décisions immédiates, la sobriété, l'approvisionnement en gaz, la reconstitution des stocks, le développement de solutions alternatives comme le biogaz, et de solutions de long terme, comme la réalisation de nouveaux réacteurs nucléaires. Deuxième indépendance, l'indépendance industrielle. Dans les bonnes nouvelles que j'aurais pu citer, moi j'estime que la régionalisation, la mondialisation, est une excellente nouvelle. Enfin, on va mettre fin à 30 années de délocalisation industrielle qui sont une erreur économique, une faute politique et un reniement national. Car la France a toujours été une grande nation industrielle et que nous ayons tous collectivement, on ne va pas répartir les responsabilités des uns et des autres, mais laisser partir notre industrie est un des scandales politiques les plus révoltants des dernières décennies. La régionalisation va nous permettre de faire revenir des industries en France. Pas n'importe quelle industrie, on ne va pas se remettre à produire des t-shirts, mais sur le renouvelable, sur les batteries électriques, sur l'automobile, sur l'aéronautique, cher Guillaume Faury, avec Airbus qui fait des réalisations absolument somptueuses, avec l'avion à hydrogène que Guillaume Faury sera le premier à réaliser
à Toulouse avec Airbus qui a enfoncé Boeing, et ça fait plaisir. Nous devons, avec toutes ces réalisations, garantir notre indépendance industrielle. Demain aura lieu Choose France. Vous verrez que Choose France, ce sera un cru exceptionnel. Et qu'il y aura notamment un investissement qui montrera que la France retrouve son leadership technologique et industriel en Europe et dans le monde. Et croyez-moi, ça fait plaisir, ça fait 2 ans qu'on travaille à ces investissements-là. Quand enfin ils aboutissent, grâce à une politique fiscale attractive, grâce aux décisions prises par le président de la République depuis 5 ans, on se dit, on tient le bon bout, on va y arriver. Mais ça suppose que nous soyons indépendants d'un bout à l'autre de la chaîne. Je me souviens là encore de discussions qu'on a eues avec Guillaume, où tout d'un coup, en pleine pénurie de composants, on s'aperçoit qu'on a des dépendances et que même des chefs d'entreprise ne savaient pas qu'ils dépendaient de tels fournisseurs de carbone, de lithium ou de matériaux rares qui se trouvent en Russie, en Chine ou ailleurs. Donc il faut faire la cartographie complète de tous ces métaux rares, de tous ces composants essentiels dont nous avons besoin pour garantir notre indépendance d'un bout à l'autre de la chaîne. Nous avons une grande entreprise comme Eramet sur les métaux qui peut nous aider à gagner cette indépendance. Nous avons en matière de semi-conducteurs une magnifique entreprise qui se trouve à Crolles, ST Micro, on peut s'appuyer dessus. Donc il faut simplement faire cette cartographie à partir d'un choix politique. Le choix politique, il est clair, indépendance totale d'un bout à l'autre des chaînes stratégiques de réalisation industrielle. Et là où quelque chose nous manque, eh ben on se donne les moyens de combler le manque pour garantir notre indépendance totale. Peut-être, je reviens un instant au discours de départ. En fait, grande satisfaction, parce qu'on fait, comme tu le sais, une déclaration à chaque... Et il y a beaucoup de points de convergence. Il y a simplement 2 points qui ont été évoqués à de nombreuses reprises pendant les sessions. Alors, au niveau de la perception ou de la réalité, la perception que notre jeunesse a d'être abandonnée. Les chiffres sont absolument hallucinants de cette perception, et notamment toute une partie de la jeunesse qui est aujourd'hui exclue, ce qu'on appelle les NEETs, et qui sont au nombre de plus d'1,5 million. Donc c'est quelque chose de très significatif. Et deuxième aspect, le problème, alors qu'il y a un problème, j'allais dire, presque de politique territoriale, c'est le problème du logement et le fait que, alors les 2 choses se rejoignent. Les jeunes ont le sentiment qu'ils n'auront jamais accès à des conditions de vie. Se loger, ça fait partie vraiment de la vie. Voilà, sur ces 2 sujets, et notamment sur celui de la jeunesse, est-ce que tu peux nous dire comment on peut redonner confiance et utiliser cet atout formidable qu'on a dans notre pays d'avoir une jeunesse nombreuse et finalement bien sympathique? Alors, si on fait de la politique, c'est dans l'ordre que vous préférez. C'est pour la nation et c'est pour les jeunes de cette nation. C'est ça le sens de l'engagement politique, qui est un sacerdoce, mais un beau sacerdoce, au service des autres et d'abord des jeunes. Donc voir qu'il y a autant de jeunes Français qui sont insatisfaits de la politique, écœurés de la politique, dégoûtés de la politique et de leurs responsables politiques, ça fait très mal. Ça fait très mal. Et c'est sans doute qu'on ne s'y prend pas bien, sans doute qu'on ne met pas l'ordre des priorités dans le bon sens, et que nous devons repenser et nos pratiques politiques et nos priorités. Sur le logement, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais je vous parlais tout à l'heure des finances publiques. Il y a tout de même un vrai paradoxe à être le pays en Europe qui est celui qui a le plus de dépenses publiques pour le logement et qui a les plus mauvais résultats. Donc c'est bien qu'il y a un bug. Et c'est une bonne illustration de la méthode que je propose. Il y a la mauvaise méthode, celle qui consiste à donner un petit coup de rabot sur les dépenses sur le logement. Ça donne les 5 € d'APL. Je ne suis pas sûr que ce soit notre plus grand succès politique du précédent quinquennat. Et puis il y a l'autre méthode qui consiste à repenser l'ensemble de la politique de logement en regardant comment est-ce qu'elle peut être plus respectueuse des dépenses publiques et plus efficace. Ensuite, sur les jeunes, 2 mots qui me paraissent essentiels. Le premier, c'est que tout ce qui facilite l'accès à l'emploi,
tout ce qui offre des perspectives. Tout ce qui permet à chacun de trouver sa place dans la société est une bonne chose. Les niches dont tu as parlé, c'est une situation que nous ne pouvons pas laisser perdurer. Mais les choix qui ont été faits dans le précédent quinquennat, les choix qui ont été portés par Elisabeth Borne sur l'apprentissage, regardez là aussi avec un esprit conquérant et positif ce que nous avons réussi à faire sur l'apprentissage. L'apprentissage était une voie délaissée, c'est devenu une voie d'excellence. Et s'il y a bien une dépense publique que pour le coup je trouve utile, c'est les 8 000 € qu'on donne à chaque apprenti de plus de 18 ans, les 5 000 pour les apprentis de moins de 18 ans, qui permettent à des PME, des TPE, des toutes petites structures et même des grandes entreprises d'employer massivement des apprentis. Nous devons continuer à faire de l'apprentissage une voie d'excellence et inscrire ça dans la durée. Oui. Monsieur le ministre, on est à Aix, alors il y a des gens qui prennent des cafés sur des terrasses ensoleillées, puis il y a des gens qui les servent. Et ce qui est très important pour réenchanter la démocratie, c'est qu'on donne toutes les chances à celui qui sert d'être un jour celui qui prend le café. Et on a l'impression souvent, pour le dire autrement, avec une expression que j'aime pas trop, l'ascenseur social est en panne. Que faire? Et que faire pour réenchanter plus généralement cette démocratie qui est tellement en panne, tellement en difficulté aujourd'hui? Alors, je vais reprendre votre exemple du serveur, parce que c'est un très bon exemple. Dans les grands défis que nous avons, j'ai parlé du défi climatique, j'ai parlé du défi des finances publiques, je voudrais en citer un troisième, parce que pour moi, ça me paraît les 3 défis qui nous attendent dans les mois qui viennent, pas les années qui viennent, les mois, les semaines. Le défi climatique, le défi des finances publiques et le défi du travail. Et je propose, comme sur les finances publiques, comme sur le climat, que nous élargissions la perspective, que nous retrouvions une vision à la française, c'est-à-dire une vision pas par le petit bout de la lorgnette, mais une vision universelle, plus large, plus vaste, en posant un certain nombre de questions. Première question, comment est-ce que le travail peut mieux payer? Et dans cette période d'inflation, le travail doit mieux payer. Et je veux dire les choses tout aussi cash, toutes les entreprises qui le peuvent doivent augmenter leurs salariés. Elles le doivent, et certaines déjà le font. Et je les en remercie. Je sens des applaudissements moins nourris dans la salle. Mais je le répète, toutes les entreprises qui le peuvent doivent augmenter leurs salariés. Nous, État, on va prendre notre part de la charge. Nous allons revaloriser la prime d'activité, nous allons défiscaliser les heures supplémentaires, et je dis à tous mes amis de la droite que nous pouvons nous retrouver sur la valorisation du travail, sur la défiscalisation des heures supplémentaires, sur la possibilité de mieux cumuler travail et retraite. Je leur tends la main. Deuxième chose, il faut que nous repensions la rémunération du travail en n'oubliant pas que le SMIC, c'est le salaire minimum pour tout le monde. Et qu'il n'est pas acceptable qu'il y ait encore autant de branches qui aient un niveau de salaire minimum inférieur au SMIC. Ça crée de la stagnation salariale, ça bouche les perspectives des jeunes, il est inacceptable qu'il y ait autant de branches qui aient encore un minimum de branches inférieur au SMIC. Troisième chose, il faut que nous réfléchissions à l'organisation du travail. Moi, s'il y a bien un discours que je trouve stupide et un peu borné, c'est celui qui consiste à dire « mais les jeunes d'aujourd'hui, ils ne veulent plus travailler, qu'est-ce que vous voulez, ma bonne dame ?» C'est faux. Ils veulent travailler, mais ils veulent organiser leur temps différemment. Et bien sûr qu'il faut réfléchir à l'organisation du travail. Bien sûr qu'un salarié, pour reprendre l'exemple de votre salarié dans la restauration, à qui on dit « tu fais 8 heures par jour », mais quand vous discutez avec lui, il dit « mais moi je ne fais pas 8 heures par jour ». J'arrive à midi, je fais le service de 13 heures, je finis à 15 heures. Entre 15 heures et 18 heures, je suis bloqué, je zone dans la ville parce que j'habite trop loin pour retourner chez moi. Et je reprends le service à 18 heures et je finis à minuit. C'est pas 8 heures que je fais, c'est 14. Il a raison. Et il faut lui permettre de s'organiser différemment. Et enfin, tout le monde a envie d'avoir des perspectives de carrière. Tout le monde veut pouvoir évoluer. Et dans ce monde qui change, dont nous avons tellement parlé, il ne faut pas qu'il y ait d'un côté
ceux qui peuvent changer et ceux qui ne peuvent pas. Ceux qui ont toutes les facilités d'évolution de carrière et ceux qui n'en ont aucune. Ceux qui ont toujours les meilleures formations, toujours les meilleures qualifications. Et ceux qui sont scotchés au même endroit et qui ne bougeront jamais de leurs 1 250 € net par mois dans leur poste de travail qu'ils ne renouvelleront jamais. C'est injuste et c'est inacceptable. Tout le monde doit avoir les mêmes chances. Tout le monde doit pouvoir évoluer dans sa carrière. Tout le monde doit pouvoir avoir accès à une qualification. Tout le monde doit pouvoir se former pour exercer de nouveaux métiers. C'est un des défis les plus importants. Moi, je propose qu'on le relève ensemble. Transition toute trouvée pour une question sur le fonctionnement du capitalisme, puisqu'on parle de réenchanter. Il a été assez clair depuis une trentaine d'années. C'est un capitalisme qui a été relativement centré, alors plus aux États-Unis qu'en Europe, mais globalement sur l'obtention de rentabilité très élevée du capital. On avait des rentabilités à 2 chiffres du capital à l'époque où les États se finançaient à taux zéro, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire. Ceci s'est fait par des délocalisations dont tu parlais, qui ont été certainement très supérieures à ce qui était socialement normal. À nouveau plus aux États-Unis qu'en Europe par une très forte déformation du partage des revenus entre les salariés et les entreprises. Et ça s'est fini par l'obtention de ressources en matières premières et en particulier en matières premières carbonées pas chères. Bon, tout ça c'est fini. Est-ce qu'il faut remettre en cause certains aspects du fonctionnement du capitalisme? Par exemple, est-ce qu'il faut, et d'ailleurs les entreprises probablement inévitablement le feront, puisque une grande partie des investissements de transition sont des investissements qui n'ont pas de rentabilité financière directe pour l'entreprise. Simplement, ça évite d'émettre du carbone. Comment tu verrais une réforme du capitalisme? Ça serait sur quelle base? On parle de partage de valeurs, mais aussi la question des patrimoines. Comment tu structurerais, tu définirais une réforme du capitalisme? Je précise juste que ça, c'est pour la demi-heure qui vient. Ça veut dire qu'il faut que je fasse court. Moi, je dirais du capitalisme ce que Churchill disait de la démocratie. C'est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Donc c'est très bien de vouloir changer radicalement de système, mais on est très bien en démocratie, et je pense que le capitalisme reste le modèle le plus efficace pour produire de la prospérité et affronter les défis. Mais il doit effectivement être totalement repensé. Repensé par rapport à l'environnement, bien entendu, c'est la priorité absolue. Et tout doit être guidé par cette exigence d'accélérer la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. Repenser dans le sens qu'on donne à l'activité économique. Et puis de manière plus profonde, je pense, repenser dans les rapports entre travail et capital, qui est au cœur, qui est le noyau dur du capitalisme. Et il est évident aujourd'hui que la place du travail, la place des salariés, leur participation à la décision, la reconnaissance qui leur est due par l'intéressement, la participation ou la reconnaissance morale qui leur est due, la capacité d'évoluer, c'est pour moi le plus grand des enjeux du capitalisme. Je vais me mettre encore un petit peu plus concret. Je pense que toutes ces entreprises où on attend des rentabilités à 10, 12, 15%, c'est plus acceptable. On ne doit pas viser des rentabilités systématiques à 12, 13, 15%. On doit viser la durée, on doit viser la reconnaissance du salarié, on doit viser la participation au réchauffement climatique. Et mieux vaut 5% de rentabilité, mais de la durée, le respect de la planète et la reconnaissance du salarié, que 15% de rentabilité, mais des salariés qui sont écrasés sur leur travail, mal rémunérés, et la planète qui est abîmée. Voilà comment je vois le capitalisme de demain. Peut-être la référence du Comintern était bien choisie, parce qu'en réalité, tu as vraiment un aspect révolutionnaire. Bon, on peut vraiment l'applaudir, parce que c'était top.